Bonjour à vous mes hockey fans, comment allez-vous? J'en vois déjà qui sont prêts à me brûler sur la place publique puisque lorsque je porte un t-shirt, c'est parce que c'est l'équipe que je vois comme étant la plus propice à remporter la série et que je porte pas les bonnes couleurs. Oui, je sais, si on voit Canadien, je sais, je suis au courant, j'aime le Canadien moi aussi. J'ai présentement avec moi deux casquettes du Canadien juste ici, regarde-moi ça, une belle casquette là puis une belle casquette là. Oui, j'aime le Canadien. J'ai des t-shirts et des chandails du Canadien. Mais que voulez-vous? Si on me demande ma prédiction, c'est jouable. C'est jouable, mais ça sera vraiment pas facile pour le Canadien. Alors là, on va parler d'une série qui est une série, bien entendu, de la division Nord. On a les Maple Leafs de Toronto qui vont affronter le Canadien de Montréal. Les Maple Leafs qui ont terminé premier et le Canadien qui ont terminé quatrième dans la division Nord. Ce qu'il faut mentionner, c'est que le Canadien, c'est l'équipe avec le pire, en fait, la plus faible qui a rentré en série dans toute la ligue. Et c'est une des équipes aussi les plus faibles au niveau de la séquence. J'ai pas mon crayon rouge avec moi, mais au niveau de la séquence en termes de pourcentage de points, seuls les Jets ont fait pire que les Canadiens pour la séquence que moi j'utilise à partir du lendemain du 12 avril. Pourquoi le lendemain du 12 avril? C'est parce que c'était la date limite des transactions. Fait que moi j'établis qu'à partir de la date limite des transactions, c'est ma date de dernière séquence active, disons, d'importance avant la fin de la saison, qui donne l'allure pour l'entrée en playoff. C'est-à-dire qu'ils sont partis sur cette vibe-là. Je crois beaucoup aux séquences, en fait. Là. Donc, de manière générale, les Leafs sont connus une bonne saison. Ils ont de la difficulté à peu près à tous les ans avec les gardiens de but. Cette année, ils ont eu un Campbell qui a eu des séquences, une séquence entre autres extraordinaire. Ça, c'était quelque chose honnêtement qui mettait en confiance l'organisation. Puis, ce qu'il faut mentionner aussi, c'est que Campbell est un joueur qui est peut-être un petit peu plus ouvert ou un petit peu plus extraverti que Brett Anderson. C'est un gars que les joueurs aiment bien. Donc, il y a une belle dynamique avec les joueurs. Puis ça, c'est quelque chose qui est important. Tu sais, on le réalise pas, nous, des fois, mais Carey Price, là, c'est un gars qui aime ça, faire des blagues avec les joueurs. C'est un gars que, tu sais, si tu le regardes à l'entraînement, souvent, soit il va se faire des blagues ou lui-même va faire des blagues. Fait que c'est quand même important que le gardien entretienne une bonne relation avec ses joueurs en avant, parce que des gardiens un peu bizarres, ils réussissent à faire des belles carrières quand même, là. Je pense, entre autres, à Ilya Brizgalov, pour ceux qui l'ont connu, là. Il avait joué un bout de temps, entre autres, pour les Flyers de Philadelphie. Il avait joué pour les Coyotes aussi. C'est un gars qui était connu comme étant vraiment bizarre, le gars, là. Fait qu'il était dans sa bulle, puis c'était peut-être difficile pour certains joueurs de bien communiquer avec lui. Puis là, à ce moment-là, t'es moins à l'aise justement de communiquer avec lui, puis t'es moins à l'aise de dire, mettons, pars à gauche ou pars à droite, et vice-versa, il communique peut-être lui-même moins avec toi. Dans le cas de Campbell, c'est un gars qui est apprécié de ses pairs, fait que ça, c'est quelque chose qui est très positif pour l'organisation des Leafs de Toronto. Si je fais pas erreur, je suis pas mal sûr qu'Anderson revient, parce que là, il joue dans la Ligue américaine, mais il me semble bien qu'il devrait être là. Normalement, celui qui est pressenti comme le partant pour les séries, c'est Campbell, puis celui qui est pressenti comme l'auxiliaire, c'est Anderson. Alors, pour la saison régulière, les Leafs ont connu une bonne saison. Les Canadiens ont connu une saison en dents de scie. Ça a été un début fulgurant. Après ça, ça a été terrible. Après ça, ça a été pas si mal. Après ça, ça a été terrible. C'est une équipe qui a manqué beaucoup de régularité dans toute sa saison. Puis pourtant, le corps de dit leadership de l'organisation était présent pour une bonne partie de la saison. En fin de saison, c'était pas le cas. Il y a eu beaucoup de blessés. Bon, en tout cas, il y a eu beaucoup de gars qui ont été enlevés de l'alignement pour des raisons de blessure. Puis là-dedans, tu avais des gars qui sont importants au niveau du corps de leadership de l'organisation. Je pense bien entendu au capitaine chez Weber. Je pense à Brendan Gallagher qui a été absent aussi. Carey Price aussi qui fait partie du corps de leadership de l'équipe. Donc bref, même quand il était là, l'équipe était comme... Des fois, ça allait très bien, des fois, c'était vraiment catastrophique. Puis bon, bref. Alors, les Maple Leafs n'ont pas nécessairement été l'équipe la plus stable, mais ça a été une équipe qui a été plus stable que le Canadien de Montréal. Et ça, c'est quelque chose qui peut faire toute une différence si la série s'étire dans le temps. Mais ceci étant, les Canadiens ont eu des séquences, des fois, de plusieurs matchs où ils ont été très dominants, surtout en début de saison. Fait que, tu sais, moi, je me dis que si certains joueurs en début de saison, exemple Toffoli qui jouait sur un troisième trio, ben, il joue pas contre les meilleurs. Et c'était plus propice pour lui de faire plus de points. Plus que tu le mets haut, mais plus qu'il joue contre les meilleurs, donc peut-être moins qu'il va faire de buts. Par opposition à Austin Matthews. Austin Matthews, 41 buts, ça a été le meilleur marqueur de la ligue. C'est terrible. Tu lui donnes 30 cm esti puis il a réussi à compter un but. En saison régulière, les Maple Leafs de Toronto, c'est 35 victoires, 14 défaites, 7 défaites en prolongation pour un total de 77 points. Du côté du Canadien, c'est 24 victoires, 21 défaites, 11 défaites en prolongation, 59 points. Donc, si tu fais en termes de chiffres absolus, on parle de 24 victoires et de 32 défaites du côté du Canadien. C'est pas vargeux. C'est vraiment pas vargeux. Ensuite de ça, au niveau des statistiques qui peuvent nous permettre de voir un peu une tendance, voir quelle équipe aurait peut-être
un avantage au point de vue offensif ou au point de vue défensif. Moyenne de but marqué de 3,32 pour les Leafs de Toronto, c'est très bien, mais par opposition à un 2,82 pour le Canadien, c'est pas très fort. Et là où ça devient encore plus inquiétant, une moyenne de but encaissé de 2,64 pour les Leafs, 2,95 pour le Canadien. Donc, non seulement est-ce que les Leafs sont supérieurs en termes de moyenne de but marqué, mais aussi en termes de moyenne de but encaissé, ce qu'on ne s'attendait peut-être pas pour les Leafs, honnêtement. Et ce qui me fait très peur là-dedans, c'est que le Canadien a une moyenne de but marquée de 2,82 et encaissé 2,95, donc il compte moins qu'il en encaisse. Ouch! Ça fait très mal. Un avantage numérique à 20%, ça, je vous avoue que ça me surprend. Je m'attendais à mieux de la part des Leafs de Toronto, mais 20% pour les Leafs de Toronto, 19,2 pour le Canadien, on n'est pas tant loin. Puis un désavantage numérique à 78,5 puis en 78,5, on est égal. Fait que probablement qu'on ne s'attendait peut-être pas à ça parce qu'on a eu plus de misère en fin de saison avec les unités spéciales, mais il n'y a rien d'alarmant. En tout cas, moi je trouve qu'il n'y a rien d'alarmant au niveau des unités spéciales. Par contre, ce que je remarque, c'est que la moyenne de buts marqués est vraiment à l'avantage des Leafs, puis la moyenne de buts encaissés à l'avantage des Leafs, ce qui ne me met pas du tout en confiance. Pour ce qui est de ce que j'ai établi comme étant la dernière séquence, c'est-à-dire au lendemain de la date limite des transactions, les Leafs de Toronto ont un dossier de 7-3-4, donc 7 victoires, 7 défaites, mais un pourcentage de points de 643. Il faut mentionner que les Leafs, il n'y avait plus grand-chose en fait à gagner en fin de saison. Ils savaient de toute manière qu'ils allaient finir premier. C'était pas un big deal. Les Canadiens, eux autres, ils avaient à se battre pour une place en série. Puis à partir du 12, on parle de 6-9-2. 6 victoires, 11 défaites. Avec un pourcentage de points de 412. Ça, c'est le deuxième pire en fait. Le pire étant celui des Jets en termes de pourcentage de points à partir de la date limite des transactions. Fait que franchement, à 6-11 puis à 7-7, à 7-7, il n'y a rien là-dedans de s'énerver. Là. Je veux dire, l'équipe, à la limite, elle joue pour 500. Là. Mais à 6-11, j'ai peur. Parce que le Canadien ne rentre pas nécessairement sur une bonne séquence. Le point qui est positif, en fait, il y a plusieurs points positifs pour le Canadien, mais un point qui est positif, c'est que là, tu vas avoir le retour de plusieurs blessés. La dynamique va changer. Vous pouvez toujours questionner le fait d'enlever ou mettre les jeunes au niveau du line-up, parce que là, on sait qu'il va enlever les jeunes au niveau du line-up. Ducharme l'a mentionné très clairement, ce qu'il veut dans le fond, c'est miser sur l'expérience d'abord et avant tout, mais il est conscient que le Canadien, en tout cas selon lui, la force c'est la profondeur et il va utiliser sa profondeur. Fait que, même si on ne voit pas les jeunes en début de série, on va les voir éventuellement, c'est sûr et certain. Mais il rentre des gars qui sont absents depuis longtemps, donc qui devraient être en forme. Chez Weber, c'était pas évident parce que c'était une saison qui avait beaucoup de matchs rapprochés. C'est un gars qui gagne en âge. Carey Price, c'est un peu la même chose. Carey Price se plaint beaucoup du nombre de matchs qu'il va garder. Il se plaint de fatigue, entre autres. Mais là, il y a eu une bonne pause, ça peut l'aider. Brandon Gallagher, ben lui, il a la main tout défoncée. Fait que c'est sûr que ça l'a aidé. Fait que bref, le fait qu'il y a des gars qui reviennent dans l'organisation, puis c'est des gars qui peuvent avoir un impact très important. Exemple, Carey Price peut voler à lui seul un match. Là. Puis tu sais, chez Weber, ben, c'est un gars qui peut imposer par sa prestance puis par sa force physique. Gallagher, vous le savez, on l'a vu dans les séries l'année passée. Là, il suffit qu'il marque un but rapidement en début de game avec beaucoup de volonté, puis on dirait que ça donne un hype à toute l'équipe. C'est jouable pour le Canadien, mais ça ne sera pas évident. Cette année, Mitch Marner est le meilleur pointeur de l'organisation. En 55 matchs, il a 20 buts, 47 passes pour 67 points. C'est sûr que de jouer avec Austin Matthews, qui a eu une saison de fou au niveau des buts, ça l'aide au niveau de tes passes, là, mais quand même, il y a plus qu'un point par match. Fait qu'il y a eu une excellente saison pour Mitch Marner, puis moi, j'aime beaucoup Mitch Marner, honnêtement. Même que si vous me donnez le choix entre Mitch Marner ou Matthews, qui je préfère en termes de genre de joueur, je vais plus aller pour Mitch Marner parce que c'est un gars aussi qui est responsable défensivement. Puis ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup de son côté. Austin Matthews, lui, en 52 matchs, 41 buts. C'est le meilleur marqueur de la Ligue nationale. Il a remporté le trophée Maurice Richard grâce à ça. 25 passes. Peut-être pas le meilleur playmaker. 66 points. Donc 66 points en 52 matchs, encore là, c'est excellent. Je pense que la moyenne de points par match, Austin Matthews est supérieure à Mitch Marner, si je me rappelle bien, mais je ne suis pas sûr à 100%. Troisième pointeur, on y va avec John Tavares en 56 matchs, 19 buts, 31 passes et 50 points. Quand même, là, pour un joueur de centre qui est capable de jouer dans les deux sens de la patinoire, 50 points, c'est excellent en 56 matchs. Fait que si on regarde ça, là, mon top 3 ici est un top 3 vraiment solide. Le Canadien ne peut pas accoter ça. Le Canadien arrive après ça à la position 4. Là, il peut challenger, mais il ne peut pas challenger le top 3 des Maple Leafs de Toronto. Nylander, qui est un ailier droit, qui arrive à la 4e position pour les Leafs, en 51 matchs, 17 buts, 25 passes pour 42 points. C'est quand même une bonne saison. Et par la suite, un défenseur, Riley, 55 matchs, 5 buts, 30 passes pour 35 points. C'est quand même très bien. On reste quand même que le meilleur défenseur des deux organisations est plus Petrie, mais en tout cas en termes de points offensifs, j'entends. C'est Petrie qui va être supérieur.
Mais il reste que ça a été quand même une très bonne saison pour Riley, honnêtement. Du côté du Canadien de Montréal, Tyler Toffoli qui a eu une très très bonne saison pour nous, entre autres au niveau des buts, c'est notre meilleur buteur. Tyler Toffoli qui est un ailier droit slash gauche, en 52 matchs, 28 buts, 16 passes pour 44 points, ce qui est quand même très bien. Mais tu sais, en début de saison, il était utilisé beaucoup sur le troisième trio, donc il ne jouait pas nécessairement contre les meilleurs. Puis ça, c'est quelque chose qui est hyper important à mes yeux, parce que Philippe Danault, il reçoit des fleurs d'à peu près tout le monde. Je me souviens plus si c'est pas genre Austin Matthews cette année encore qui a mentionné que c'était difficile de jouer contre Philippe Danault. Moi, je me souviens que dans le passé, Nathan McKinnon l'avait mentionné aussi. Fait que tu sais, c'est un gars qui dérange les gars les plus importants. Fait que si Danault réussit à être solide avec Brendan Gallagher, Thomas Tatar contre le premier trio, donc contre Matthews et Marner, c'est quelque chose qui peut déstabiliser complètement l'organisation parce qu'on est capable de compter des buts sur les autres trios. Puis de mémoire, il me semble même qu'on fait jouer genre Anderson sur le quatrième trio, ce qui nous amène à avoir une production qui va être diversifiée. Puis je pense que c'est ça que Duchamp essaie de faire, c'est-à-dire d'avoir une production la plus diversifiée possible, d'avoir un trio qui va être capable de neutraliser les gros canons, puis le reste qui va être capable de compter des buts. Et Tyler Toffoli est capable d'en compter des buts, inquiète-toi pas. Fait que s'il joue sur le troisième, deuxième trio, ça peut lui donner plus d'espace, plus de temps. Petrie a connu quand même une bonne saison. Je sais qu'il y a eu des moments un peu plus up and down, mais quand même, il a connu une bonne saison. En 55 matchs, 12 buts, 30 passes pour 42 points. 42 points en 55 matchs, c'est bon pour un défenseur. C'est le meilleur défenseur en termes de production offensive des deux équipes. Nick Suzuki qui a eu quand même pas une mauvaise saison. Je sais bien qu'il y en a qui l'ont critiqué beaucoup, mais c'est un joueur hyper intelligent. Hein? Il coupe beaucoup de jeux. Peut-être que ça paraît pas statistiquement, là, mais il coupe beaucoup de jeux. Un joueur très intelligent, je l'aime beaucoup. 56 matchs, 15 buts, 26 passes, 41 points. Thomas Tatar, allié gauche, lui en 50 matchs, il a 10 buts, 20 passes pour 30 points. Ça a été plus difficile pour Thomas Tatar cette année, puis ça me déçoit un peu parce que c'est quand même sa dernière année avant la fin de son contrat. Je m'attendais peut-être à un peu plus. Philippe Danault, 53 matchs, 5 buts, 19 passes, 24 points. Vous pouvez critiquer tant que vous voulez qu'il y a juste 5 buts. Ce gars-là fait un travail de fou. Surtout défensivement, il dérange beaucoup les joueurs les plus talentueux. Par la suite, en termes de gardien de but, écoutez, en termes de gardien de but, on a Campbell qui a vraiment eu une séquence extraordinaire. Puis ça l'aide au niveau de ses statistiques générales. En 22 matchs, on s'est partagé la tâche. Il n'y a pas de doute à avoir. On s'est partagé la tâche, OK? Donc, il n'y a pas. Même si chez le Canadien, il y a clairement un gardien de but partant à cause des blessures, on s'est partagé la tâche. Puis j'ai mis juste les deux que je vois comme étant ceux qui devraient être les deux gardiens de but pour la série. En tout cas, pour commencer la série. Campbell est le meilleur des deux gardiens pour ce qui est des Maple Leafs de Toronto, celui qui devrait théoriquement être le partant pour le début de la série. En 22 matchs, 2.15, 921, c'est très très bon, mais il y a une séquence qui est vraiment très victorieuse. Et ça l'aide beaucoup, parce que c'est pas nécessairement à l'image de toute sa saison. Ça donne la statistique de la saison, mais il n'a pas nécessairement été aussi performant toute la saison. Anderson, en 24 matchs, lui, il a 2.96, 895, décevant dans son cas. Là, je sais qu'il a joué un peu dans la Ligue américaine. Je sais pas comment ça s'est passé dans la Ligue américaine. Quand il est revenu de sa blessure, il a joué dans la Ligue américaine. Je sais pas comment ça s'est passé. Mais là, c'était difficile un peu. Mais il reste que d'après moi, l'homme de confiance, c'est quand même Campbell pour commencer la série. Et de l'autre côté, du côté du Canadien, l'homme de confiance, ça va être Carey Price, qui n'a pas nécessairement eu la meilleure saison statistique de sa carrière, disons. En 25 matchs, 2.64, 901. Pas facile. Je ne veux pas le blâmer juste lui non plus. Là. On s'entend que c'est pas juste de sa faute. Là. Des fois, l'équipe était tellement désorganisée défensivement en avant de lui. C'est pas nécessairement de sa faute, mais ça n'a pas été facile. Et là, si on veut battre les Leafs de Toronto, Carey Price se doit de voler des matchs à l'organisation. Il doit être aussi solide que lors des dernières séries. C'est ça qu'on a besoin de lui et j'espère que c'est ça qu'on va voir. Il s'est reposé un peu, fait qu'il devrait être en forme théoriquement. Quand il a commencé la saison, ça l'a mis. Jake Allen, qui a été quand même un bon auxiliaire, je pense qu'on peut être satisfait quand même de Jake Allen. En 29 matchs, 2.68, 907. Mais encore là, des fois, l'équipe l'a vraiment lâché, pauvre gars, fait qu'il ne peut pas faire de miracle non plus. On ne s'attend pas nécessairement d'un auxiliaire qu'il te vole des matchs, mais on s'attend au minimum qu'il te garde dans le match. Puis je pense que Jake Allen est capable de faire ça, honnêtement. Fait que bref, de manière générale, moi je pense que les Leafs de Toronto ont connu une saison qui était peut-être un petit peu plus régulière que le Canadien de Montréal, qui était vraiment en dents de scie. Le Canadien pourrait très bien pogner une séquence vraiment extraordinaire comme ils ont fait à certains moments dans la saison, puis ramasser les Maple Leafs sans trop de problèmes. Ça se peut que ça arrive, c'est possible. Tous les gars vont revenir, puis tu as des gars qui vont savoir reposer. Et ça, c'est quelque chose de très bénéfique de voir que, entre autres, Carey Price, qui souffre souvent de fatigue, va être reposé. Puis, tu sais, peut-être chez Weber aussi, que je sais pas si. En fait, je savais pas concrètement qu'est-ce qu'il y avait comme blessure, lui, mais en tout cas, le fait d'avoir pris du temps pour lui, peut-être qu'il va revenir avec beaucoup plus d'énergie. C'est quelque chose qui peut être très positif. On a des défenseurs qui sont lourds, puis que quand ils frappent, ils sont forts. Fait que ça peut faire très mal aux joueurs vedettes de l'autre organisation. Fait que c'est jouable. C'est vraiment jouable. Mais du côté des Leafs de Toronto, là,
On a connu une bonne saison. Matthews a eu une saison en or. Jake Campbell, c'est un gars qui est apprécié. Il a un bon moral, un gars positif. On a rajouté beaucoup de leadership. On a rajouté un Big Joe. On a rajouté Nick Foligno, qui d'ailleurs joue un rôle important dans l'organisation. C'est un avant à caractère. Ben, un avant deux oui, là. Mais tu sais, c'est un avant qui est capable de jouer aussi très bien défensivement. Cette organisation-là, selon moi, a un potentiel pour aller loin en série cette année. Puis c'est la raison pour laquelle moi, je vois pas tant. Je sais pas si un coup qu'on va sortir de la division Nord, si le style de jeu très ouvert de la division Nord va être capable de faire face, exemple, à l'Ouest, qui a un style de jeu peut-être un petit peu plus fermé. Mais quoi que, en tout cas, à peu près partout, il y a eu des matchs de très haut pointage. Là. Mais je pense honnêtement que si le Canadien veut gagner, il va falloir qu'il travaille fort en tabarouette parce que je pense que les Leafs sont avantagés dans cette série-là. Je pense pas nécessairement que le Canadien va être une cible qui va être une cible super facile, une victime hyper facile. J'y vais en 6 pour les Leafs de Toronto. Mais c'est jouable. C'est jouable pour le Canadien. Au hockey, tout peut arriver. Alors, j'aimerais ça savoir, d'après vous, qui va remporter cette série-là. Est-ce que c'est les Maple Leafs de Toronto? Ils ont eu une très bonne saison. Est-ce que c'est le Canadien qui va nous surprendre? Si c'est un ou l'autre, qu'est-ce qui est l'élément marquant qui va faire qu'ils vont remporter cette série-là? Et en combien de matchs? Faites-le moi savoir au travers des commentaires. Un très gros merci d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo. On n'oublie pas de partager, d'aimer, parce qu'on veut jaser de hockey avec un maximum de gens possible. Abonnez-vous, activez la petite cloche, parce que je mets des vidéos de temps en temps en ligne. Puis, il y a d'autres rondes qui s'en viennent pour les séries éliminatoires. Fait que faut pas manquer ça. D'autres previews à venir. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter. J'apprécie beaucoup. Puis on se revoit très bientôt.